Bonsoir à tous. C'est un très grand plaisir qu'on va accueillir à l'Académie d'architecture de Dominique Marais. Ça me fait extrêmement plaisir. On a eu pas mal de problèmes à l'Académie. On a un plafond qui s'est effondré. On a réussi à trouver la bonne date et tout va très bien. Juste avant de commencer, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé hier parce qu'on ne peut pas rester comme ça, noter le général de corps d'armée a dit sur le bâtiment de France. Il a profondément touché. Enfin, je trouve ça scandaleux. J'espère que une réponse sera faite et que l'Académie ou le Conseil de l'Ordre. On ne peut pas dire à un architecte ADF de fermer sa gueule. Quand on est en train de mettre un public, ça veut dire que les gens dans les petites communes de nous. Voilà. Donc j'espère qu'on prenne la course. Alors, je voudrais rappeler deux petites anecdotes que Dominique m'a racontées et auxquelles je tiens, parce que ceux qui me connaissent, j'aime bien parler de l'humain. L'architecture, on connaît tous l'agence Marais, très grande agence près de la main. Et j'espère que elle est née à Champs-Rosés, c'est un petit village à côté d'Evry, dans la banlieue sud, pas très loin de chez moi. Mais c'est assez marrant parce que son père était aviateur et avait le plaisir à emmener Dominique à l'aéroport d'Orly pour voir les avions décoller quand elle était plus jeune. Mon père faisait pareil avec moi, en mode prof, d'aller sur la terrasse. Mais c'est aussi un très très beau bâtiment d'origine Carriot, que moi je trouve magnifique. Pour l'instant resté à peu près intact. Un décorateur de renom qui nous a touché. Pour l'instant le bâtiment est toujours là et je sais pas, je pense pas que c'est ça qui est fini et qui nous destine à l'architecture, mais en tout cas c'était bien de visiter un bâtiment comme ça à cette époque-là, à cet âge-là. Après il y a une autre anecdote qu'elle m'a racontée, et là je crois plus proche de son caractère, de ce que j'apprécie chez elle, c'est le fait d'aller à la plage à Royan, puis de construire des bâtiments sur le sable, et de faire que contre vents et marées, elle résistait à ces éléments, elle reconstruisait ses châteaux de sable et ses ouvrages inlassablement. Et pour ceux qui connaissent Dominique, je trouve que ça marque assez bien son caractère, cette persévérance, cette opiniâtreté, le fait de ne rien lâcher, toujours en douceur, mais d'être une rectitude parfaite. Et je trouve que là je pense que c'était vraiment le début de sa carrière. Voilà. Après, elle a passé son diplôme à l'école spéciale d'architecture en 82 et elle a rencontré Emmanuel Combarel chez Jean Nouvel où elle a travaillé, y compris chez Vasconi après. Et je crois qu'ils ont eu les albums de la jeune architecture en 92 ou 93, quelque chose comme ça. Je vais montrer des bâtiments, et là, c'est pas les albums, c'est les albums. C'est les albums. Et après ça, commence l'aventure de CDM, qui est riche de beaucoup de projets magnifiques et très intéressants. Moi, je me suis attardé sur des projets plus anciens, parce que j'aime bien savoir d'où on part et où on arrive, et de voir s'il y a une espèce de filiation, une continuité dans l'architecture, et si toutes ces belles choses qu'on a faites au début, on en conserve quelque chose à la fin, et encore aujourd'hui. Je pense que oui. Et donc je commence par un projet assez étonnant, qui est à Argenteuil, une résidence de chambre pour étudiants. C'est un projet, je dois dire, qui au début ne m'avait pas forcément attiré. Je trouvais ça particulier, on va dire. Et aujourd'hui, en travaillant sur Dominique et sur son travail, j'ai appris à connaître ce projet, j'ai appris à découvrir pourquoi il était fait comme ça. Parce que un autre trait de son caractère, c'est d'utiliser, comment dirais-je, les contraintes en architecture, à la fois des contraintes programmatiques, des contraintes aussi urbaines, des contraintes financières, et de se jouer de ça. Ici, effectivement, c'est 165 chambres, et on peut se dire comment on va faire pour que ce soit un bâtiment pénible, comment on va faire pour que ce bâtiment soit intéressant. Et quand on regarde bien, il y a une rectitude parfaite, il y a un travail sur la trame, il y a un travail sur la répétition, affirmé. C'est-à-dire que la contrainte devient quelque chose qui sert l'architecture et on va la magnifier, cette contrainte. On va la mettre en exergue et on va dire, voilà, c'est comme ça. Et en affirmant cette contrainte, ce bâtiment devient intéressant, devient remarquable dans la ville. On est à Argenteuil, c'est quelque part quelque chose d'assez paumé, on va dire, et ça donne à cette ville un caractère, on ne peut pas passer inaperçu avec un bâtiment comme ça. Donc je trouvais que c'était un projet, un des premiers, je crois que c'est même le premier de l'agence à Combarel, et je trouve que quand on connaît leur projet aujourd'hui,
eh ben, on retrouve cette filiation, on retrouve cette obstination d'affirmer cette contrainte et de s'en jouer, de faire en sorte que ça devienne des éléments prépondérants dans le bâtiment. Ça, c'est d'autres vues que je passe. Vous voyez le travail qui a été fait. Je reviendrai sur la matérialité, parce que c'est un autre registre de Dominique, sur la mise en œuvre des matériaux et sur le souci apporté à la construction. Parce qu'elle dit tout le temps, et elle a raison, pour être architecte, il faut être passionné, ça c'est sûr. Il faut être un peu fou, ça c'est sûr, mais il faut être aussi obstiné et avoir des obsessions. Et une de ces obsessions, c'est les matériaux aussi. Il n'y a pas que la persévérance, il y a comment on va mettre en œuvre le projet et comment on va le construire, qui devrait faire partie de notre métier. D'autres vues, vous voyez le travail sur la rencontre angle contre angle que je trouvais très intéressant dans ce projet. Après, il y a un petit clin d'œil au côté matelassé du projet. On ne sait pas si c'est un Chesterfield ou un petit Lu, mais c'est ça aussi que j'aime bien chez eux, c'est qu'il y a des fois toujours des petits clins d'œil sur des choses qui nous rappellent des souvenirs. Autre obsession de Dominique, c'est des projets assez anciens. Celui-là, moi, quand je l'ai découvert il y a très longtemps, parce qu'il est quand même ancien, je suis tombé en arrêt. Et ça fait partie de son deuxième travail, de son deuxième dada, c'est de travailler avec les industriels. Et comme disait Emmanuel Combi, il disait aujourd'hui, Dominique, elle a besoin de parler pendant une semaine du BFUB, parce qu'elle connaît tout du BFUB, de A à Z, parce qu'elle est passionnée des matériaux, elle est passionnée de leur mise en œuvre, elle est passionnée par ce travail. Donc quand j'ai vu ce bâtiment à Thiers, là aussi on a un programme un petit peu basique, 300 bus, 800 personnels. On aurait pu finir par un simple hangar. En fait, on finit par un bâtiment où le béton est magnifié. Et ce béton qui normalement est dur apparaît totalement souple, comme une espèce de volupté, comme si le trottoir ou le parking s'était redressé et finit par enrober tout ce bâtiment. C'est toute cette espèce de contradiction que j'apprécie ici. Puis en fait, on ne voit plus du tout à quoi ça sert. Par contre, à Thiers, c'est un bâtiment qui ne passe pas inaperçu et avec pas grand-chose, on arrive à faire quelque chose de qualité. Ce que j'aime bien, c'est la plaque de Lego qui est là aussi réutilisée comme un petit clin d'œil, mais qui aussi, je pense, permet de traiter la finition du béton et d'absorber les imperfections. C'est aussi une ruse, à mon avis. Je ne sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est. On voit les deux façades de ce projet parfaitement maîtrisées, calibrées. Il n'y a pas de place pour le hasard. Le sol remonte. C'est vraiment un travail complètement dingue. C'est pas un bâtiment très cher. Il y a énormément de travail. Ce que je dis aussi, c'est que quand on voit ça, on se demande quel a été le travail en amont pour persuader les gens de faire les projets comme ça. Ça aussi, ça fait partie de sa persévérance, une autre de sa qualité. Je pense qu'il y a eu un travail de longue haleine pour arriver à des projets comme ça. C'est un petit détail, mais bon, je pense que vous connaissez tous ce projet. Alors, autre projet qui n'est pas très connu, je trouve, et c'est assez dommage, vous voyez, c'est des projets assez anciens, qui est Avenue de Saxe. Bon, moi, je l'ai découvert en marchant dans le coin, là, je suis rentré dedans. Et là aussi, c'est sa passion du matériau, puisque là aussi, elle a travaillé avec Saint-Gobain pour mettre au point les vitrages sur ses façades. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est la mise en scène du bâtiment qui est derrière, puisque je crois que c'est un ancien couvent, qu'on ne percevait pas depuis l'avenue. Et ce travail sur la transparence qu'ils ont amené sur ce jardin qui semble sortir sur l'avenue de Saxe, qu'on ne voyait pas avant. Alors bien évidemment, il y a la greffe de ce bâtiment contemporain, il y a cette relation un peu entre les deux qui est très intéressante. Et puis lui aussi qui s'intéresse à la ville, parce qu'il est dans la continuité de cette avenue, qui est absolument intéressante, mais sans plus. Et quand on le remarque, on considère qu'il est bien là où il est, ce bâtiment. Et en plus, cette perméabilité a permis à beaucoup de gens de découvrir ce qui se passait derrière, qui n'existait jamais avant. Donc ça, c'est un autre trait de son caractère, ce fait de travailler en permanence, je pense encore, avec les industriels pour mettre au point des matériaux et les utiliser. Je conseille d'aller le voir parce qu'il est très très bien réglé, très bien construit, je trouve. Et voilà. Là, je passe sur deux autres sujets un peu différents, mais c'est plus récent. C'est pour montrer cette filiation et comment cette radicalité dans le travail de Emmanuel Combarel et Dominique Marek, parce qu'on ne peut pas les dissocier, malgré tout. C'est toujours difficile à l'Académie de présenter une personne sur deux, parce que je sais que l'autre est là et qu'ils ont travaillé ensemble et que c'est très important, je pense. On voit l'affiliation avec les projets que j'ai montés de façon précédente, par cette radicalité. Alors là, ce qui est intéressant entre ces deux-là, c'est que lui est en centre urbain, c'est à Besançon, c'est l'hôtel de ville, et on ne connaissait pas le projet urbain qui allait se passer derrière, mais il fallait donc avoir un hôtel de ville qui soit suffisamment puissant
pour tenir la ville et tenir le parvis, et que quel que soit ce qui allait se passer derrière, le bâtiment soit suffisamment fort. Et donc là, c'est aussi une façon d'affirmer cette radicalité, parce que c'est du bureau, une mairie c'est du bureau, et donc on fait en sorte de se jouer de cette contrainte, et on l'affirme. Là, c'est la même chose, c'est à Saclay, c'est le campus de Saclay. Et là, je n'ai pas d'image de loin, mais là, c'est différent. Le bâtiment, lui, travaille dans un espace totalement vierge, ce qu'ils ont appelé l'urbanité rurale. Je trouve ça assez joli, parce qu'en fin de compte, ils ont un bâtiment qui est planté là, à Saclay, que tout le monde connaît, cet endroit en devenir, on va dire. Et comment faire un bâtiment suffisamment puissant pour, comment dirais-je, dialoguer avec rien. C'est pas rien, c'est l'espace vert, c'est la nature, c'est tout ce qu'on voudra. Mais c'est dur quand même, puisqu'il fallait être d'une grande dimension et le bâtiment est assez important et assez impressionnant pour ça. Bon, ça, c'est des vues intérieures parce que je trouve que spatialement, c'est assez beau et assez intéressant. Là, je vais finir sur ce projet-là pour la présentation, parce que j'espère pas avoir été trop long, parce que c'est un bâtiment que je trouve assez beau quand on part par l'autoroute A6. Et là, la contrainte, elle est différente. C'était une contrainte économique. Il faut savoir que c'est un projet qui a été travaillé avec Nexity. Pour ceux qui travaillent avec Nexity, on a 1 300 € du mètre carré. Bon, je ne vous explique pas les détails. Donc, quand on voit ça, on dit que le bâton de pèlerin a dû être important pour aller les convaincre. Et en fait, la contrainte économique, elle a été traduite, je pense, par le fait qu'il y a une grande rationalité sur l'immeuble de logement à l'intérieur qu'on ne voit pas, puisqu'il est enrubanné. Et je pense que c'est ce qui a permis de faire ce projet avec autant de délicatesse et autant de plasticité, en affirmant et en montrant à Nexity que si on était rationnel à l'intérieur des bâtiments, on pouvait se permettre autre chose dehors. Ce qu'ils ont fait, je pense que c'est comme ça que ça a dû être négocié. En tout cas, c'est comme ça que je le crois. Et je trouve ça assez incroyable d'avoir réussi à faire cette chose. J'en ai fini de la présentation de Dominique. Je voudrais juste préciser que c'est vraiment ces traits de caractère qui m'ont intéressé chez elle. La persévérance, l'opiniâtreté, et puis ce côté matérialité, le côté d'aller jusqu'au fond des choses, et la construction d'un bâtiment. Elle te le dit tout le temps, c'est comment bien construire et comment bien réaliser un bâtiment, ça a de l'importance. Donc j'espère que toutes ces qualités, tout ce caractère, tu pourras pouvoir l'amener à l'Académie pour nous aider avec Martin Robin et faire que notre Académie continue. Voilà, je te laisse la place. Merci Bernard. Donc je vais vous parler d'Yanis Thiomis, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert à travers cet exercice très compliqué qui est de faire un hommage à une personnalité disparue il n'y a pas très longtemps. Donc je voudrais d'abord dire bonsoir à Marie, sa femme qui est ici. Bonsoir Martin pour son accueil bien sûr. Merci Bernard et bonsoir à tous. Donc pour tous ceux qui sont ici ce soir, l'année 2018 aura été marquée par la disparition d'Yanis Thiomis. Il était architecte, urbaniste, enseignant et chercheur. Ce n'était pas un éclectique tiraillé entre divers mondes. Au contraire, ce qui frappe lorsqu'on se plonge dans son œuvre, c'est l'unité, le rassemblement de la personne. Il avait une pensée ouverte qui agrège, partage et fédère. Une pensée porteuse d'une très grande richesse de relations entre toutes ces disciplines, dont l'architecture sera toute sa vie, l'objet et la finalité. Dans la lignée de Roland Barthes, il considérait que l'exercice de la critique consistait non pas à déchiffrer le sens d'une œuvre, mais à comprendre comment celle-ci contribue à construire de l'intelligibilité de notre temps. Aussi, je vous propose de partager ce soir, au travers d'une sélection d'événements, d'écrits et de projets, ma compréhension de sa compréhension du monde. Alors, il faut que je trouve comment ça marche. C'est pas mal. Né à Athènes en 1944, il rêvait enfant de devenir pianiste et archéologue en même temps. Aussi, lorsqu'en 1959, à l'âge de 15 ans, il doit proposer au lycée un sujet d'exposé, c'est naturellement sous l'angle musical qu'il choisit de présenter le pavillon Philips que vient de réaliser Yannis Xenakis pour l'exposition universelle de Bruxelles de 58, en collaboration avec Le Corbusier. Son exposé mettra en exergue la philosophie de Xenakis, qui voit dans la mathématisation de la musique la possibilité de mettre en relation musique et architecture. Les plans du pavillon que Xenakis élabore à partir des mêmes règles mathématiques que l'environnement sonore qu'il y projette le marqueront en profondeur. Il a 19 ans lorsqu'il s'inscrit à l'école polytechnique d'Athènes. À 21 ans, ses prises de position politiques l'exposent et en 1967, il doit fuir la Grèce, chassé par le régime des colonels.
Accueilli par la France grâce à la bienveillance de Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, il termine ses études d'architecture aux Beaux-Arts de Paris et obtient son diplôme en 1969. L'opération Maine-Montparnasse s'achevait alors. La modernité de l'approche de recomposition urbaine du quartier et surtout l'architecture de Dubuisson l'amène à choisir le bâtiment de la rue du Commandant Mouchotte, livré en 1966, comme sujet d'analyse de diplôme. Sa façade emblématique à la Mondrian en fera l'endroit où il fallait vivre, et le bâtiment deviendra dans les années 70 un bastion du militantisme culturel, social et politique, ce qui amènera Sartre à le définir comme l'immeuble rouge. Plus tard, Yanis Thiomis y installera son bureau et sa bibliothèque. Il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous, disait Éluard. C'était un intellectuel engagé dans de nombreux combats, dont un des plus emblématiques restera la reconnaissance de la théorisation universitaire en architecture au travers du projet architectural urbain. La théorisation universitaire en architecture en France a été le combat d'une génération qui a essayé de comprendre la société, d'en donner une interprétation au regard de son temps, autrement qu'à travers le prisme du projet, pour mieux y revenir d'ailleurs. Il s'y est attelé, et en ce sens, il est caractéristique de sa génération. La recherche dans le domaine des sciences humaines en France ne produit pas de réponses, mais des questionnements. Ce n'est pas une recherche appliquée, mais une recherche sociologique, anthropologique, historique, et plus particulièrement historiciste, concernant le regard de Yanis Thiomis. De tous ces axes de recherche, c'est ce dernier qui l'inventoriera le plus, passionnément concerné et engagé par la dimension politique de l'urbanisme, qu'il s'attachera à révéler au travers de la place du patrimoine dans les villes et de l'aménagement des capitales. Ainsi, l'histoire des villes, et en particulier celle d'Athènes, avec en contrepoint l'image mentale de l'Atlantide, sera un éternel terrain de jeu intellectuel, d'expérimentation et d'application pour ses écrits et ses projets. La préparation de son doctorat d'État ès-lettres obtenu en 1983 à l'Université Paris X sous la direction du sociologue Henri Raymond et de l'historien Pierre Vinal-Naquet, Athènes à soi-même étrangère, formation et réception du modèle néoclassique urbain en Europe et en Grèce de 1750 à 1850, puis celle de l'exposition initiée en parallèle Athènes, affaires européennes, qui sera présentée en 1985, seront le prélude à l'étude de nombreuses autres villes, dont Rio de Janeiro, il réalisera une exposition des conférences de Le Corbusier, dont Rio de Janeiro, où il réalisera une exposition des conférences que Le Corbusier donna en 1929 et en 1936. Il fera un décryptage didactique des dessins de Corbu produits à cette occasion en mettant en perspective un Corbu à la fois ancré dans le paysage et stratège dans le contexte des Siam, dont l'ambition affichée était de résoudre définitivement la question de la ville. C'est pas rien quand même. Athènes à soi-même étrangère, naissance d'une capitale néoclassique, sera publié en 2017 aux éditions Parenthèse. Il y fait un parallèle magistral entre style et stratégie, en formulant que le néoclassicisme n'est pas un style, mais une technologie destinée à fabriquer de la ville au XIXe siècle. Et il expose sa compréhension de la mission de l'architecte au regard des paradoxes de notre monde. L'architecture sert à fabriquer de la continuité. Ce livre sera l'accomplissement de sa thèse de 82-83. Je voudrais revenir sur ce livre, qui pour moi a été une découverte incroyable. Je me suis tellement amusée en lisant ce livre. C'est assez drôle parce que ça commence par cette phrase que je n'arrive pas à lire d'ici, que je vais retrouver, pardon. Ah oui. Il met en exergue de ce livre, en première phrase donc, il dit que c'était une maladie répandue chez les Grecs que de chercher le nombre de rameurs sur le bateau d'Ulysse, ou qui de l'Iliade ou l'Odyssée avait été écrite en premier. Par ces mots, il met en coupe réglée tous les anti, tous les pros. Le sujet n'est pas là. La question n'est pas de savoir si l'immeuble-pont que Corbu proposera en 1929 et pour lequel il travaillera aussi en 1936. La question n'est pas de savoir si on est pour ou si on est contre. Ce qui est intéressant dans ce qu'il ne fera pas, ça ne débouchera sur aucune commande. Et c'était aussi un moyen de prendre le pouvoir dans le contexte des Siam, parce qu'effectivement, il y avait des combats importants, idéologiques à l'époque, et il y avait des questions de prise de pouvoir qui étaient sous-tendues par ces expositions. Si vous n'avez pas lu ce texte, je vous invite à le lire. Il est d'une drôlerie incroyable, d'une finesse incroyable, d'une liberté incroyable. Et en plus, comme il était dans cette vision de partager les choses, cette idée de pouvoir de façon très claire, didactique, présenter un travail
était au cœur de ses préoccupations. Et la façon dont il expose, la manière dont Corbu envisageait ce sujet est absolument extraordinaire en termes de matière pour travailler, pour enseigner, pour projeter. Alors il fera énormément de livres, comme on l'a dit dans le bâtiment du commandant Mouchotte, le bâtiment du Buisson, où il aimait se retraiter pour lire. Ce qui est intéressant, ce sont les chiffres qui sont en exergue là. Effectivement, il y a dans cette sélection, ce n'est qu'une sélection, il y en a beaucoup d'autres. Il y a quelques livres qui sont des livres sur des sujets, sur la ville, beaucoup sur la ville bien évidemment, mais il y a aussi des thèses qu'il a encadrées. C'est-à-dire que tout ce travail pour faire entrer l'architecture à l'université a quand même débouché. On le voit sur 112 doctorats, dont lui-même en aura encadré personnellement plus d'une trentaine. Donc tout le monde le connaissait pour son travail de chercheur, son travail d'enseignant. Par contre, me dira son ami Claude Grandpré, et pourtant, le monde enseignant ignorait qu'il était praticien. Donc je vous propose de faire un tour de ces projets. Donc très rapidement, il a fallu faire une sélection parce qu'il y en a beaucoup. Il a fait beaucoup de maisons, il a travaillé sur beaucoup de sujets, il a fait énormément d'urbanisme, notamment vers la fin de sa vie. Peut-être qu'il y a une logique d'échelle, de transposition d'échelle qui s'est mise en place tout au long de son parcours. Il a fallu faire une sélection dans tout ça, et donc je vais partir de sa première villa pour pouvoir commencer à exposer comment il comprenait, comment il abordait ses projets. Donc le premier projet est une villa qu'il a faite qu'il a faite à Paris, je crois que c'est dans le 19e arrondissement, et qu'il a faite dans le 19e arrondissement pour un homme qui travaillait dans le cinéma. Toutes ces maisons, les premières maisons, ont beaucoup été faites pour des gens qui travaillent dans le cinéma. Donc la question du cadrage, la question des séquences, la question de la lumière était au cœur des dispositifs qu'il a chaque fois mis en place. De cette maison, je n'ai qu'une photo que je trouve très emblématique de son travail, très, très caractéristique de ce qui sera amené à développer dans tous ses projets. On parlait d'obsession tout à l'heure, c'est véritablement une obsession de travailler sur les flux, sur les circulations, sur la manière dont on circulait, dont on marchait, dont on vivait, qu'on bougeait dans une maison. Et donc elle est assez paradoxale cette maison, cette image, parce qu'on se retrouve dans une mise en scène de tous les escaliers, et cette mise en scène est à ce point affirmée qu'on en arrive à renverser les choses, elles prennent le pas sur la surface de la pièce et elles deviennent prégnantes au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Ça, c'est la coupe de cette maison où on verra que ces circulations qu'il aura créées dedans sont la volonté de mettre des parcours un peu particuliers dans cette maison, de faire voyager dans la maison. Ah, c'est un dessin de l'époque, une axonométrie. Une deuxième maison qui a été très importante, qui a été faite aussi pour un homme du cinéma, un photographe. La première a été faite pour un producteur. Procède un peu de la même logique. C'est une petite maison qui a été achetée dans la campagne à Paris, dans le 19e, dont il s'agissait de faire une restructuration-extension. Et donc la question de l'image, du cadrage, de la lumière a été omniprésente. J'imagine que ça a été l'occasion de beaucoup de discussions avec le maître d'ouvrage, qui me semble-t-il, d'après ce que j'ai compris, c'était un ami. Et là, vous avez les plans de la maison, où là encore, vous voyez, là, il y a une scénarisation de toutes les circulations, de tous les escaliers, qui se retrouvent dans tous ces projets. La bibliothèque, oui, qui est un élément central dans la maison. Toujours la lumière, la maison est baignée de lumière naturelle. Il a fait beaucoup de galeries d'art contemporain. En fait, tout ce milieu du cinéma tournait un peu autour de Claude Berry, qui a été un de ses amis, pour qui il a beaucoup travaillé. Et il a fait 3 galeries majeures, qui sont pour Claude Berry, pour Marc Blondeau, pour Carson Grève. Je vais commencer par celle de Claude Berry, qui avait
pour objet, enfin, le programme était dans un lieu de 800 mètres carrés d'abriter toutes ses collections personnelles. Et j'aime beaucoup la façon dont il a travaillé sur les galeries. Il a commencé ce travail à la fin des années 80. Et de prime abord, on pourrait avoir le sentiment qu'on est dans une déclinaison du White Cube, alors que pas du tout. Je pense qu'il faut se rappeler qu'en 86, Gao LNT avait livré Orsay, avec les débordements muséographiques qu'on a connus. Elle a eu de la chance, personne n'a refusé d'exposer dans son lieu. Malgré tout, c'est arrivé à certains architectes d'avoir des cabales contre l'architecture proposée et des refus d'exposer. Ça a même été jusqu'à la destruction d'une galerie à Londres. Lui n'était pas du tout là-dedans. Néanmoins, il n'était pas du tout dans l'affirmation des White Cube. Donc, dans ces 3 galeries que je vous présente, à chaque fois, il est venu patiemment, méticuleusement, essayer de décrypter des particularismes du lieu pour inventer des scénarios qui permettaient d'échapper à la vacuité de l'espace totalement aseptisé. Alors, ce commencera pour l'espace Rennes de Claude Berry, il commencera par essayer d'inventer des parcours, rajouter des cimaises. Finalement, il trouvera que ça n'a pas d'intérêt. Donc, ce qu'il va faire, c'est inventorier tous les particularismes, toutes les, je ne vais pas dire les défauts, mais tout ce qui caractérisait ce lieu, pour pouvoir travailler sur les tonalités, sur la lumière. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la lumière, il ne la souhaitait pas du tout étale. Et on a une combinaison qui, au final, en prime abord, donne le sentiment d'un lieu extrêmement blanc, extrêmement épuré, mais une combinaison de travail sur les matières, sur les couleurs, sur les tonalités, qui font que ce lieu, à l'instar des 2 autres que je vais vous présenter après, sera très caractérisé. Ça, c'est la galerie Verneuil qu'il aura faite pour Marc Blondeau, qui procède de la même chose, qui était caractérisée par le fait que le lieu était extrêmement humide. Et donc, il va prendre le parti de doubler tous les murs, en laissant ventiler les murs. Donc, on va avoir un aspect assez fantomatique, assez étonnant, où toutes les cimaises seront en lévitation. Là encore, il y a cette volonté de mettre en tension l'espace, de décaler les choses et d'échapper à ce white cube qu'il trouvait mortifère. Une 3e galerie, Carson Grave, qui est caractérisée par le fait que la galerie est à cheval entre 2 hôtels particuliers. Il y aura une première partie, en fait ça se fera en 2 temps, une première partie, une première phase, puis une deuxième. Comme c'était à cheval sur ces 2 hôtels particuliers, l'espace était assez atypique. Il ne cherchera pas à gommer ces côtés atypiques, au contraire, il les affirmera en traquant les anfractuosités, les détournements, en créant des escaliers spécifiques. Toujours ce travail omniprésent sur les circulations qu'il caractérisera. Et j'aime bien cette image qu'il avait donnée de tout ce travail sur les galeries, où il évoquait que c'était un peu comme la ruse d'Ulysse face au Cyclope. On retrouvait un peu ces racines grecques. Alors ça, c'est un projet qui a été, à mon avis, très très important dans sa carrière. À la suite de l'exposition sur Athènes, il avait rencontré Annette Schlumberger, qui lui a commandé, en commande directe donc, la réalisation d'une académie musicale à Villecroze, qui est dans le Var, pas très loin de Draguignan, dans un village absolument magnifique. Et il s'agissait de venir implanter cette académie musicale en réutilisant certains bâtiments existants, et en faisant une extension également. Donc le parti pris qu'il adoptera sera, donc vous avez des dessins de lui. Et vous voyez là encore donc, la façon dont l'extension se fera, un travail sur les circulations qui viendra affirmer de façon assez radicale par rapport à la façon dont les lieux étaient parcourus initialement. Et à contrario, il va garder cette volonté d'avoir des formes bâties qui continuent la forme bâtie générale du village. Vous avez tous les plans de l'académie. Et donc de loin, il s'attachera à garder la matérialité du village. Il faut se rappeler qu'on est
pas très loin de l'abbaye du Toronnais. Donc il ira chercher les pierres de l'abbaye pour venir faire son extension. Il viendra travailler avec les pierres du pays, il récupérera les pierres des espaces démolis pour refaire cette peau qui est exactement de la couleur du village, de la matérialité du village. Et dans un emboîtement d'échelle, par contre, il caractérisera le lieu avec un travail très soigné sur les modénatures des fenêtres, des ouvertures, des portes, et puis l'affirmation d'un escalier au premier plan qui, là aussi, brouille un peu les perceptions classiques que l'on a des espaces de circulation. C'est Sandrine qui me fera remarquer dans ce décryptage passionné qu'elle m'a aidé à faire qu'il y avait une petite boule de pétanque qui était soudée au bout de la lisse de l'escalier. Et ça, c'est l'intérieur, où on se rend compte qu'on retrouve encore cette obsession de mettre en scène les flux de circulation, de provoquer des rencontres, de provoquer des mouvements, de mettre en place comme un ballet de flux. Et ça, c'est constant dans tous ces projets. La lumière aussi, bien évidemment, qui traite toujours de manière très soignée. Ça, c'est la salle de musique de l'académie, moi qui m'a fascinée, qui est dans une ancienne bergerie. Et il est allé chercher des dispositifs de résonateurs musicaux qu'on trouve dans les églises romanes à partir du XIe siècle, qui permettaient de donner de l'intelligibilité dans les églises, et surtout de donner une tonalité, une profondeur tonale au son lorsque des gens y chantaient ou y jouaient. Donc dans cette matérialité uniquement de pierre, qui est absolument magnifique, moi je trouve que la voûte de la bergerie est sublime, pour pouvoir lui donner des qualités acoustiques, il est allé chercher tout ce savoir-faire. Et je trouve ce projet absolument enchantant. Il y a un autre projet que je trouve vraiment magnifique aussi, c'est un projet qu'il a fait avec Philippe Revaux à Francfort, sur les berges de la Maine, pardon. Qui est un écoquartier. Alors, l'aventure commencera par un concours d'urbanisme. Et on verra la pertinence, en haut à gauche, c'est son plan, on verra la pertinence de ce qu'il avait proposé pour faire en sorte que tous les appartements bénéficient de vues directes sur le Maine et des appartements traversants qui puissent être baignés de lumière. Malheureusement, c'était la ville qui avait initié le projet. Malheureusement, la ville qui avait initié le projet en tant qu'aménageur, finalement, décidera d'un opérateur un peu plus tardivement, qui aura la volonté de densifier l'opération. Et ce plan d'urbanisme ne sera pas retenu puisque cette densification nécessitait de revoir le plan. Et donc au final, ce qui sera construit, c'est ce que vous avez en bas à droite. Et donc de ce projet qui correspondait à pas loin de 1000 logements, au final, il réalisera et vous avez des petits plots qui sont au bord du Maine, ou de la Maine. Et finalement, il sera amené à réaliser un des plots qui concentre 33 logements et une crèche. Alors là, vous verrez tous les architectes qui ont travaillé dessus. À gauche, il y a Fuxas, qui a quand même réussi à faire un IGH avec des locaux techniques, pour pouvoir être plus haut que tout le monde. Et vous avez à côté le bâtiment de Yanis Tsiomis avec Philippe Revaux. Alors c'est un bâtiment assez drôle, où effectivement il y a tout un travail. Le bâtiment est remarquable dans sa configuration. En fait, tout part des espaces communs, qui sont d'une incroyable générosité, toujours éclairés naturellement, avec des traversances au niveau de ces espaces communs, entre les vues sur le Maine et sur l'arrière. Et puis tout un jeu de double façade, qui en fonction de l'orientation, son support de végétation, l'occasion de pouvoir profiter peut-être un peu du soleil, et derrière, lorsqu'on est moins bien exposé, surtout côté des voies ferrées, on se retrouve avec des doubles façades vitrées qui forment des verrières, des loggias fermés. C'est un très 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 joli projet, où vous voyez comment les espaces se mettent en place. Il est connecté par une passerelle à une petite halte garderie. Vous voyez un peu l'ambiance dans les espaces communs, l'escalier qui est complètement ouvert sur le Maine, le rez-de-chaussée qui s'ouvre sur une double hauteur avec une mezzanine. Je ne sais pas si on arriverait encore à faire ça aujourd'hui, surtout dans une opération de 33 logements.
C'est assez incroyable. Et puis ensuite, vous voyez les façades caractérisées selon l'orientation. Cette façade sur le Main. L'intérieur des appartements, extrêmement généreux, baigné de lumière naturelle. Et la façade qui est à l'arrière, avec toutes ces loggias avec des doubles façades. Très rapidement, je vais parler de la Fondation Hellénique. C'est un peu un retour aux sources. C'est un projet qui fera, comme beaucoup de ces projets, en collaboration avec des amis. C'est un projet qui préfigure la transition des friches urbaines, des friches autour du port du Pirée, près d'Athènes, où il y a un centre culturel qui a été programmé, une opération d'environ 50 millions, et qui prévoit la mise en place d'espaces d'exposition, de salles de projection, d'auditorium. Donc on voit où se trouve le projet par rapport au Pirée. Il était à peu près à la même égale distance d'Athènes que du Pirée. Et là, vous voyez les espaces intérieurs. Donc ça aurait été une collaboration importante. Je crois que Sandrine Linder, qui a travaillé avec lui pendant très longtemps, a aussi participé à ce projet-là. On voit les ambiances intérieures, l'accès à la grande salle qui a été faite spécifiquement par Yannis Thiomis et qui est reconfigurable selon les spectacles que l'on peut mettre en place dedans. Vous voyez tous les types de configuration, de reconfiguration qu'on peut faire de l'espace. C'est une salle totalement modulable, avec un travail sur l'acoustique aussi, qui était une de ses obsessions assez poussée. Je voudrais juste évoquer très rapidement son engagement, évidemment, dans l'urbanisme, comme je le disais dans mon texte introductif. Et les 10 dernières années, de 2008 à 2018, il aura fait énormément de concours d'urbanisme, en particulier avec Christiane Amazzoni. Là, il n'y en a que quelques exemples. Et pour finir cette présentation, je voudrais parler d'un projet qu'il a fait pour l'Agora d'Athènes, qui s'est fait en 2 temps. Il y a d'un côté l'aménagement, le réaménagement, la scénographie de tous les espaces muséographiques, archéologiques, du site de l'Agora, et puis le quartier historique qu'il a prolongé ensuite. Ça a été un projet de très longue haleine. C'est un projet que je trouve absolument magnifique. Il a eu le prix international Gubbio en 2003 pour ce projet. Il faut savoir que ce prix est un prix qui valorise un travail sur l'histoire des lieux, et dans la mesure où le patrimoine est l'occasion d'être une matière vivante qui permet de construire des histoires et de donner de la continuité aux villes. Effectivement, il était logique qu'il ait ce prix-là, et je pourrais dire que la plupart des projets urbains qu'il a faits peuvent tous prétendre à avoir ce prix-là. Là, vous voyez un dessin de Yannis. Et ma photo préférée, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on ne voit rien. C'est remarquable de voir à quel point les dispositifs qu'il a mis en place sont de la couleur de la ville, de la matérialité de la ville. On ne sait pas trop où il a commencé, on ne sait pas trop où il a fini. Et je trouve que cette intelligence de projet, qui, comme il le dit lui-même, s'inscrit dans une recherche, ce sont ces mots. Il faut savoir laisser l'éloquence du silence prévaloir. Je trouve que c'est probablement la plus belle attitude qu'on pouvait mettre en place pour travailler sur le parcours archéologique d'Athènes. Voilà, c'est une image que m'a donnée Marie, sa femme. C'est une photo de lui que je trouve très belle. Et quand j'ai vu cette image, ça m'a fait penser à la définition en grec ancien du mot poète. En grec ancien, effectivement, le poète désignait celui qui était capable de toute création intellectuelle ou manuelle. Il était le créateur par excellence, car il invente en même temps le langage et l'objet du langage. Et il me semble qu'à travers la pratique, la recherche, l'enseignement, Yannis Thiomis n'aura cessé de frayer un chemin pour l'architecture entre autonomie et hétérotonie. Ceux qui le connaissent bien sauront à quel texte je me réfère en disant ça. Et entre philosophie de la ville et sciences de la ville, et pour moi, en ce sens, c'était un poète. Je voudrais dire
Quelques mots aussi sur Emmanuel. Je voulais dire que l'architecture avait édifié nos vies. Ce que j'ai appris, je l'ai appris avec lui. Ce que j'ai accompli, ce que l'on a accompli, on l'a accompli ensemble. Et je voulais juste vous dire ce soir, vous faire part de mon infinie admiration pour l'architecte et l'homme qu'il est. Voilà, je vous remercie. Emmanuel peut lui dire aussi, ça me paraît très bien, je ne l'ai pas vu, mais il est forcément là. Il est là. Bon, Manuel. Alors, je n'ai pas parlé de mon fan club, parce qu'on a un fan club. Ils sont 3. C'est un cercle très restreint, très sélectif. Et je peux vous dire que leur enthousiasme et leur indéfectible soutien sont un enchantement pour nous tous les jours. Alexia, Kim et Marc. Très bien. Et où est-ce qu'il est, Emmanuel? Il est là. Elle est bientôt. Ah oui, je vois. Allez, Emmanuel, carré la photo.